Mikami Satoru, 37 ans, est un monsieur tout le monde à Tokyo, menant une vie pépère et sans histoire. Sa plus grande fierté, être encore puceau. Il est évidemment un peu jaloux quand son jeune collègue lui présente sa charmante fiancée et qu'ils veulent l'inviter à déjeuner pour fêter leurs fiançailles. Mais à ce moment-là, un agresseur fou se précipite sur eux avec un couteau aiguisé. Satoru pousse son collègue hors de danger, mais se fait poignarder ne veut pas de à un sang. endroit Et soudain, vital. Une voix dans sa tête La répond perte de sang qu'elle a est compris les massive obstructions et lui donne et une qu'il a sensation maintenant de une chaleur résistance à la chaleur. intense. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Et plus il pense à tout ce qu'il ne veut pas, plus il y devient résistant. La voix lui dit qu'il est désormais résistant aux coups de couteau, aux autres dégâts physiques, à la douleur et même au froid. La résistance au froid, nouvellement alors que acquise, Satoru réalise qu'il se va mourir, combine à la il dit à son résistance collègue à la de chaleur détruire le disque et dur de devient son la ordinateur résistance personnel. aux Notre fluctuations homme a les idées thermiques. claires, C'est le moins qu'on puisse dire. Il regrette toujours de mourir puceau. S'il a une chance de renaître, il veut être plus agressif et draguer toutes les filles qu'il croise. La voix dans sa tête l'entend et lui donne la compétence unique prédateur, mais pas le genre de prédateur qui fait la une des journaux, hein. Il semble que la perte de sang ait rendu Satoru délirant. Il dit que si quelqu'un est puceau à son âge, il devrait être comparé à un sage, et qu'il avait le potentiel d'être un grand sage. La voix l'entend encore et lui donne la compétence unique, grand sage. Selon cette logique, moi aussi je devrais avoir un talent. Alors, où est le mien? Satoru a enfin un moment pour remarquer la voix dans sa tête et lui dit de se taire et de le laisser tranquille. Mais il a finalement perdu ses derniers points de vie et maintenant, c'est la fin de la partie. Mais alors, une nouvelle vie commence pour lui dans un monde dont il n'a aucune idée. Un monde plein de magie, de monstres, de bêtes mythiques et de choses inimaginables l'entourent, mais pour l'instant, notre héros ne peut même rien voir et se demande où il est. Il se demande ce qui s'est passé. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir entendu une voix dans sa tête. Et puis il se souvient qu'il était déjà mort. Mais cela ne suffit pas à lui faire perdre son sang-froid. La seule fois où il a paniqué, c'est quand il s'est fait dessus à l'école primaire. J'avais un ami qui a fait pareil, mais au lycée, on ne l'a plus revu après ça. Il s'est réincarné en slime et se trouve dans une grotte. Mais il lui faut quelques essais et erreurs pour comprendre son sort, car il n'a presque aucun sens, sauf le toucher. Les plus grands indices de son état sont le fait qu'une plante se dissout et s'infiltre dans son corps dès qu'il la touche, et que son corps est maintenant informe, élastique et rebondissant. Au moment où il confirme qu'il est un slime, il est plutôt abattu, mais il s'y habitue très vite. Son nouveau corps est très pratique, car il n'a pas besoin de manger ni de dormir, mais il mange beaucoup de plantes qu'il trouve autour de lui, juste parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, avouons-le. Mais il n'excrète rien et se demande où va toute cette nourriture. Il obtient une réponse de la voix dans sa tête, tout est allé dans son estomac illimité, qui faisait partie de sa compétence unique, prédateur. Il apprend que la voix est l'effet de sa deuxième compétence unique, grand sage, qui est un peu son Alexa personnel, et c'est comme ça qu'on l'appellera désormais. Il découvre la compétence prédateur, qui lui permet de tout manger, d'analyser et d'absorber les compétences, et même d'imiter l'apparence. Il la teste sur les plantes qu'il vient de manger et apprend qu'elle s'appelle l'herbe hypocute, qui ne pousse que dans les zones riches en magicules et est utilisée comme ingrédient dans les potions de guérison. Notre héros demande au grand sage, ou Alexa, de lui expliquer les magicules comme s'il avait 5 ans. Elle lui dit que ce sont les particules magiques qui sont les briques fondamentales de toute vie. Il en conclut qu'il peut stocker des potions médicinales dans son corps, ce qu'Alexa confirme. Il décide donc de manger toutes les plantes de la grotte et de les stocker pour plus tard. Il trouve ensuite une roche brillante, appelée minerai de Magistone, qui est très précieuse, et la mange aussi. Dans sa frénésie alimentaire, il perd l'équilibre et tombe dans un lac, découvrant que les slimes ne flottent pas. Heureusement, le lac n'est pas profond, sinon il aurait pu imploser. Il a une idée géniale, et utilise l'eau comme un jet pour se propulser. Et juste en faisant cela, il acquiert une compétence pour le faire. Il perd le contrôle et se lance droit vers une barrière invisible. Il ressent l'impact, mais aucune douleur, et Alexa l'informe qu'il a la capacité de mellification de la douleur, mais qu'il subira quand même des dégâts. Mais alors, quelqu'un l'appelle Petit d'une voix grave et lui demande s'il peut l'entendre. Le slime peut l'entendre, mais il ne peut pas répondre car il n'a pas de bouche. Même si l'étranger lui demande de dire quelque chose, il ne peut pas répondre et l'insulte mentalement, pour découvrir que l'étranger peut lire ses pensées. Oups. Cet étranger a l'air dangereux et furieux et rugit bruyamment, secouant toute la grotte. Mais sa fureur se transforme en amusement quand il réalise que le petit Slim ne peut pas le voir. L'étranger dit à notre héros qu'il va lui donner la vue, mais il y a 2 conditions. Premièrement, il ne doit pas le craindre quand il le verra, et deuxièmement, il viendra lui parler fréquemment. Il n'a besoin de ça que parce qu'il est scellé ici depuis 300 ans et qu'il s'ennuie à mourir, seul. Le slime accepte son marché et l'étranger lui parle du sens magique,
une compétence qu'il pourrait utiliser pour détecter les magicules dans l'air. Il essaie et peut facilement sentir la magie, ce qui lui donne le don de la vision. Alexa lui dit qu'il a acquis la compétence additionnelle, Sens magique, et explique que les compétences additionnelles sont bien plus puissantes et efficaces que les compétences normales. Maintenant, notre héros peut voir le monde merveilleux qui l'entoure, et va se regarder dans le lac pour constater qu'il est vraiment un slime. Il retourne voir l'étranger, et il semble qu'il va briser la première condition de leur accord tout de suite. Il est terrifié en voyant un dragon majestueux devant lui, qui se présente formellement comme le dragon tempête Veldora, l'un des 4 seuls vrais dragons de ce monde. Veldora est curieux de savoir comment un Slim peut avoir une conscience de soi et la capacité de penser. Était-ce un être unique aux capacités extraordinaires? Notre héros raconte au dragon son histoire de réincarnation en slime. Vel lui dit qu'il est inhabituel que quelqu'un se réincarne dans ce monde, car les âmes humaines ne sont pas assez fortes pour supporter le stress du transfert. Mais cela ne signifiait pas que des gens d'un autre univers ne venaient pas ici. Ils venaient ici, avec leur corps, en tant que transmigrants, et acquéraient des capacités spéciales en arrivant. Notre héros est heureux d'apprendre qu'il pourrait trouver des compatriotes ici, et il pense qu'il devrait aller les chercher. Mais comme cela contrarie Vel, le slime décide de l'accompagner un peu plus longtemps. Le dragon raconte alors son histoire avec enthousiasme. Il y a 300 ans, il a accidentellement réduit une ville en cendres, et une héroïne humaine bénie par le pouvoir divin est venue et l'a vaincue. Même si Vel avait sous-estimé l'héroïne au début, elle était assez puissante pour le vaincre, même quand il était sérieux, puis elle a utilisé une puissante compétence de liaison appelée emprisonnement illimité pour le capturer ici. L'héroïne était une invocation, ce qui était différent des transmigrants ordinaires. Il a fallu 30 mages puissants pour effectuer un rituel pendant plusieurs jours, afin d'invoquer un guerrier d'un autre monde qui a acquis un pouvoir extrême, et une malédiction était gravée dans l'âme des invocations afin qu'elles ne puissent pas aller contre leur invocateur. Notre héros trouve cela assez cruel et apprend que ce monde suit la loi du plus fort. Mais ensuite, il se dit qu'il s'est senti seul et ennuyé pendant 37 ans sans petit ami, alors que Vel l'est depuis 300 ans. Son ennui et sa solitude étaient inimaginables. Et donc, notre héros au grand cœur dit qu'il devrait devenir ami, et le dragon se montre d'abord réticent. Il rugit, demandant comment un simple Slim ose vouloir être son ami, mais il rougit en ajoutant que s'il insiste tant, il pourrait y réfléchir. Heureusement, notre héros a compris sa nature, et il dit à Vel qu'il insiste pour être son ami. Ils se serrent la main et deviennent amis, même si c'est un peu gênant d'en parler à leur âge. Maintenant qu'ils sont amis, notre héros se sent encore plus mal à propos de l'emprisonnement du dragon, et ce dernier est touché. Il dit qu'il ne lui reste que 100 ans de magie avant que son pouvoir ne s'épuise et qu'il ne meure, et il serait reconnaissant si le Slim pouvait l'aider à trouver un moyen de sortir. Notre héros n'a pas de plan solide, alors il improvise et essaye de dévorer l'emprisonnement illimité en utilisant Prédateur, mais échoue. Alexa commence à vérifier les possibilités et arrive à la conclusion que si la prison pouvait être analysée de l'intérieur et de l'extérieur, ils auraient une chance de la briser. Vel ne peut pas l'analyser de l'intérieur, car ses compétences sont scellées aussi, mais il peut toujours donner les données au slime. Mais cela va prendre beaucoup de temps, et notre héros a l'intention de trouver d'autres transmigrants. Il fait une suggestion à Vel. Il lui dit qu'il veut qu'il entre dans son estomac. Leur bromance atteint déjà des sommets. Son plan est d'utiliser sa compétence de prédateur pour analyser la prison de l'extérieur, pendant que Veldora essaie de la briser de l'intérieur. Et comme il sera dans son estomac, il ne disparaîtra pas, même si la prison ne peut pas être brisée. Vel est plutôt confiant, et il pense que cette façon de briser la prison avec un ami semble plus amusante que d'attendre que les choses se passent. Mais avant d'en arriver là, il veut donner un nom à son ami Slime, ce qui lui accordera une protection divine. Et il veut aussi recevoir un nom en retour, car ce sera comme un nom de famille gravé dans leurs âmes pour prouver qu'ils sont égaux. Vel veut un nom de famille stylé, et comme il est le dragon tempête, notre héros le nomme Tempest, ce qu'il trouve fantastique et accepte avec joie. Et puis il nomme le slime Rimuru. Ils sont maintenant Rimuru Tempest et Veldora Tempest, amis et égaux. Dès que notre héros reçoit son nouveau nom, il subit une transformation, et même si rien n'a changé physiquement, il a senti que quelque chose de profond dans son âme avait changé. Maintenant qu'il a un nom, il commence le plan pour libérer Vel de son emprisonnement illimité. Il s'étire et engloutit toute la prison, puis donne à Alexa la tâche de l'analyser. La disparition du monstre de classe catastrophe, Veldora, secoue le monde. Il était emprisonné dans la grande forêt de Jura, qui abrite plusieurs pays, et Rimuru ne connaît pas encore le chaos qui s'y propage en raison de la disparition soudaine de son ami. Rimuru erre maintenant dans la grotte, cherchant une sortie tout en mangeant tous les minerais et plantes et en les stockant dans son ventre. Il s'amuse un peu avec l'eau et acquiert les compétences pour nager et l'utiliser comme une lame. Et maintenant, les 3 compétences liées à l'eau qu'il possède se sont combinées pour devenir une compétence additionnelle, la manipulation de l'eau. De cette façon, il acquiert bien d'autres compétences. Comme disait un sage, amuse-toi et tu verras bien. Quelques jours plus tard, il trouve la première créature vivante dans cette grotte. À part Vel, c'est un monstre appelé le serpent noir.
Et même si Rimuru est effrayé au début, un seul coup de lame d'eau suffit à tuer le serpent. Après cela, il le mange et l'analyse pour acquérir ses compétences, et la capacité d'imiter le serpent. Même si manger un monstre était dégoûtant, Rimuru décide d'en chasser d'autres pour acquérir des compétences utiles. Il combat un lézard blindé, un centipède maléfique et une araignée noire. De cette dernière, il obtient la capacité d'utiliser des fils collants et des fils d'acier qu'il utilise pour imiter Spider-Man et se déplacer facilement dans la grotte. Puis il chasse une chauve-souris géante et obtient la compétence d'utiliser les ondes ultrasoniques, ce qui lui donne aussi la capacité de parler. Et après de nombreuses semaines d'errance dans la grotte, Rimuru arrive enfin à une gigantesque porte en bois qui est la sortie. Elle s'ouvre soudainement et il se demande si c'est une porte automatique. Mais non, 3 aventuriers sont là pour explorer la grotte. Rimuru se cache derrière un rocher et apprend qu'ils sont là pour enquêter sur l'activité accrue des monstres après la disparition de Vel. Il peut les comprendre grâce à son sens magique, et peut même leur parler. Mais il renonce à communiquer avec eux, craignant qu'ils ne deviennent violents. Le groupe des 3 aventuriers devient invisible grâce à la compétence de furtivité de l'éclaireur, et alors qu'ils entrent dans la grotte, Rimuru s'en va. Dehors, il voit le ciel ouvert après des semaines et erre dans la forêt en pensant à Vel. Il veut rassembler de nombreuses histoires intéressantes à lui raconter à son retour, et le début d'une histoire arrive immédiatement. Un groupe de gobelins apparaît devant lui, ils sont armés et prêts à se battre, mais surtout terrifiés. Ils appellent Rimuru le puissant, et quand il réalise cela, il les salue, sans réaliser que sa voix est si forte que tous les gobelins se mettent à genoux, l'implorant de baisser le volume. Rimuru leur demande pourquoi ils sont là, et leur chef répond qu'ils sont venus parce qu'ils ressentent un monstre puissant. Rimuru ne comprend pas qu'il parle de lui avant qu'il n'explique clairement les choses. Mais maintenant qu'ils ont été témoins de sa force, ils lui demandent une faveur. Ils le conduisent à une hutte rudimentaire dans le village gobelin, et le vieil homme frêle et faible du village et son fils saluent Rimuru. Ils traitaient Vel comme leur dieu, car il tenait les monstres et autres dangers à distance. Mais il a soudainement disparu il y a un mois, et maintenant les monstres ont commencé à les attaquer. Ils n'avaient aucun moyen de riposter, et c'est ce pourquoi ils veulent que Rimuru les aide. Ils sont certains que ce n'est pas un simple slime. C'est impossible après avoir vu son aura. C'est la première fois que Rimuru en entend parler, alors il se regarde avec son sens magique. Une aura vraiment intimidante émane de lui, assez intense pour le faire transpirer. Il comprend pourquoi les gobelins étaient si effrayés, mais il fait comme s'il le savait depuis toujours, attendant qu'il le trouve. Il ravale son aura et dit au chef du village qu'ils ont du potentiel, mais c'est juste pour la forme. Le chef lui parle des loups funestes qui ont attaqué leur village et du groupe de braves gobelins qui les ont combattus. Ils étaient menés par un gobelin nommé qui était le fils aîné du chef et a donné sa vie pour livrer des informations cruciales sur les loups. Rimuru apprend qu'il n'y a que 60 gobelins capables de se battre, tandis que les loups sont environ 100. Il a pitié des gobelins, mais il ne peut pas promettre de les aider si facilement, car il doit aussi faire attention à sa position. Il demande au chef du village quelle serait sa compensation pour avoir sauvé le village. Les gobelins sont pauvres et n'ont rien à donner. Alors le chef s'incline en disant qu'ils ne peuvent offrir que leur loyauté indéfectible à Rimuru. Il est ému et ne peut pas dire non à des gens qui ont de si grands espoirs en lui. Il dit aux gobelins qu'ils n'ont pas besoin de paniquer, il se battra à leur côté et les protégera à la place de son ami Veldora. Les gobelins sont vraiment reconnaissants, et ils s'inclinent, jurant leur loyauté envers lui. Rimuru rassemble tous les gobelins capables de se battre, mais il n'y a pas beaucoup de candidats prometteurs. Il essaie de remonter leur morale et de les rallier, ce qui est plutôt efficace et le fait paraître super cool. Puis il se rend à la cabane, où tous les combattants blessés sont soignés. Dès qu'il arrive, Rimuru déclare « C'est l'heure des gobelins ». Il engloutit les blessés, leur lance les potions de guérison faites avec les herbes qu'il a mangées, puis les recrache. Complètement guéris, c'est ainsi qu'il soigne tous les gobelins blessés. Et une fois de plus, les gobelins sont hypnotisés par ses capacités. Avec plus d'alliés pour combattre à ses côtés, Rimuru décide de créer une clôture et de fortifier la défense du village. La nuit, les loups se précipitent pour détruire le village et trouvent dans des gobelins en sentinelle et une clôture de fortune. Devant eux se trouve Rimuru et il leur dit de battre en retraite s'ils veulent vivre un jour de plus. Mais le chef des loups le sous-estime, pensant qu'il n'est qu'un slim normal. Il ordonne à sa meute d'attaquer le village, mais il se blesse en se heurtant aux fils d'acier que Rimuru avait attachés autour de la clôture. Les gobelins tirent en des flèches sur les loups blessés, les achevant pour de bon. Le chef loup le remarque et se précipite pour en finir avec Rimuru avant tout le monde, mais il se retrouve pris dans le fil collant. Et puis, avec sa compétence de lame d'eau, Rimuru met fin à son histoire. Il donne aux loups restants le choix de se rendre ou de mourir, espérant qu'ils choisiront la première option et s'enfuiront la queue entre les jambes. Il dévore le corps de leur chef, acquiert des compétences propres aux loups, puis se transforme lui-même en loup. Il utilise la compétence menace et hurle fort, donnant aux loups une chance de s'enfuir. Mais au lieu de cela, ils s'inclinent devant Rimuru et se soumettent. La guerre est gagnée, mais maintenant les loups et les funestes sont aussi devenus les subordonnés de Rimuru, oubliant leur différence avec les gobelins.
Le nombre de loups correspond à celui des gobelins, et Rimuru décide de les associer. Il veut aussi prendre en charge les tâches administratives, mais a du mal à s'adresser aux gobelins, car ils n'ont pas de nom. Le chef dit qu'ils peuvent le communiquer sans nom, mais Rimuru leur annonce qu'il va tous les nommer, juste pour sa propre commodité. Les gobelins sont choqués et surexcités, comme s'ils venaient de gagner au loto. Ils s'alignent devant Rimuru, le chef en tête. Rimuru apprend que le nom du fils du chef mort au combat était Rigor, alors il transmet ce nom au deuxième fils du chef. Il nomme également le chef Rigurd, et le père et le fils sont extrêmement reconnaissants. Pour le reste des gobelins, il utilise un modèle simple. Il ajoute n'importe quel son qui lui vient à l'esprit après Gob, leur donnant des noms comme Gobta, Gobshi et ainsi de suite. Les gobelins sont très heureux, et Rimuru se sent coupable de ne pas faire plus d'efforts pour leur nom. Mais le chef, Rigurd, lui demande si nommer tous les gobelins d'un coup est bien pour Rimuru. Mais l'ignorance est une bénédiction, et notre héros pense que tout va bien. Les gobelins sont nommés, c'est au tour des loups. Le premier en ligne est le fils du chef, et Rimuru peut dire, à leur queue qui remue, qu'aucun des loups ne semble lui garder rancune. Il nomme le fils du chef Ranga, puis se met soudainement à fondre, perdant le contrôle de son corps, et sa vision se brouille. Il y avait un lourd tribut à payer pour nommer des monstres. Cela consommait beaucoup de magie. C'est ce que Rigurd allait lui dire. Mais il l'avait coupé, ignorant tout. Sans le savoir, Rimuru a atteint sa limite, activant un mode veille pour récupérer son pouvoir. Il est entièrement rétabli 3 jours plus tard, et une jolie goblinette bien en chair le salue. Rimuru n'a aucune idée de qui est cette fille. S'il y avait eu quelqu'un d'aussi mignon dans le village, il s'en serait souvenu. La fille part chercher Rigurd, et Rimuru est sous le choc en le voyant transformé en un gobelin grand et baraqué. Il lui demande ce qui s'est passé, et Rigard explique que les monstres n'ont normalement pas de nom. En nommer un augmente son rang, et le fait évoluer. À peine a-t-il prononcé ces mots que Ranga fait irruption dans la pièce, en une nouvelle espèce. transformé en un chien licorne capable de déchaîner une tempête d'un simple battement de queue. Tous les loups C'est ce qu'on appelle une entrée remarquée. connectés et pouvaient partager ce nom. Une vraie chaîne de l'évolution, quoi. Ils ne sont plus des loups sinistres, mais des loups des tempêtes. Rimuru prend les rênes du village et établit 3 règles que chacun doit suivre. Règle numéro 1, pas d'attaque sur les humains. Règle numéro 2, pas de bagarre entre eux. Et règle numéro 3, pas de mépris envers les autres races. Un vrai code de bonne conduite en somme. La première règle était cruciale, car les humains vivent en grands groupes, et leur nuire pourrait provoquer une riposte féroce que même la puissante gelée ne pourrait gérer. Ensuite, Rimuru a délégué les responsabilités du village et a nommé Rigurd, le seigneur gobelin, ce qui l'a ému aux larmes. Un vrai moment d'émotion, on dirait. D'autres gobelins et loups reçoivent aussi des tâches de garde, de cueilleurs et de chasseurs, mais ils ont de gros soucis de logement et de vêtements. Une équipe de gobelins construit une maison qui s'effondre juste après sa finition. Rimuru se dit que même un nid d'oiseau serait plus solide. C'est dire le niveau de construction. De plus, les vêtements des gobelins sont un peu trop révélateurs, mais ils n'ont aucun artisan pour en fabriquer. Cependant, il existait une race avec laquelle ils avaient déjà commercé légendaire et leur qui talent était très doué pour confectionner toutes sortes et décide d'objets. de les contacter. Une Pour solution cela, à il part pour portée la de cité main, des nains, finalement. accompagné de quelques gobelins et loups. Une petite excursion touristique en quelque sorte. Un gobelin nommé Gopta, qui a déjà visité Dwargon, sert de guide à Rimuru, tandis que Rigurd et 2 autres gobelins sont ses gardes. La nuit, il interroge Gopta sur le royaume nain. Celui-ci lui décrit un système de grottes modifié, technologiquement avancé, où nains, humains, elfes et autres races cohabitent. Un vrai melting pot souterrain, quoi. On dirait que Rimuru a un faible, et dès qu'il entend parler d'elfes, il ne peut plus se concentrer sur ce que Gopta raconte. Dwargon était une ville de libre-échange, même les monstres pouvaient y entrer. Le roi avait formellement interdit les combats à l'intérieur des portes, et une puissante force militaire assurait le maintien de l'ordre. Une discipline de fer, mais pour la bonne cause. Le voyage ne prend que 3 jours à dos de loup. En arrivant aux portes de Dwargon, Rimuru ne pense qu'aux belles elfes, oubliant les artisans nains. Eh bien les hommes resteront les hommes, n'est-ce pas? Il décide d'entrer en ville avec seulement Gopta comme compagnon et rejoint la longue file d'attente. Priorité, priorité. 2 voyous humains viennent chercher des ennuis. Ils comptent intimider ce qu'ils croient être une équipe composée d'un faible gobelin et d'une gelée. Rimuru leur dit qu'il est Mais les une voyous personne, le ou sous-estiment plutôt une gelée, grossièrement, plutôt gentille, le traitant de et qu'il est monstre prêt faible et à les laisser pitoyable. partir en paix. Cela Une ne offre laisse à qu'ils auraient Rimuru dû d'autre accepter, choix que croyez-moi. d'utiliser sa compétence de mimétisme. Les voyous et leurs et acolytes de se l'attaquent. transformer Mais la en peau un coriace loup du loup est stellaire des imperméable à tempêtes, leurs attaques pathétiques. comme Ranga. C'est maintenant au tour mais en plus de grand. Rimuru. La Il surprise rugit en du utilisant chef, la en compétence somme. menace, mais il en a un peu trop fait, et Alexa lui rapporte combien de personnes se sont enfuies et combien ont mouillé leurs pantalons. Un peu comme mon ami que je n'ai pas revu depuis ce jour fatidique au lycée. Un classique, quoi. Mais c'était quand même un crime,
et les gardes les ont jetés en prison. Gupta est plongé dans un profond sommeil, tandis que le chef des gardes dit à Rimuru Mais un garde arrive et l'informe d'une situation comme c'était urgente leur dans les mines. première Un monstre infraction est apparu et des qu'ils artisans sont n'avaient blessés et coincés à pas l'intérieur. commencé la En bagarre, plus de ça, il ils manque de seraient potions de bientôt guérison libres. pour les soigner. Une La petite poisse en somme, clémence, et au pire ça ne moment. fait pas de mal. Mais Rimuru vient à leur rescousse et leur donne la potion de guérison qu'il a extraite des plantes de la grotte. Le chef des gardes est un bon ami des nains blessés et Et n'a pour aider d'autre ses amis choix avec la que potion de de faire guérison. confiance Rimuru, aux paroles de la joue avec ses gelée fils de scellement et à pour passer le ses temps, finissant par suspendre sécrétions. Gupta, endormi la tête en un bas. peu dégoûtant, Le mais garde revient la nuit, efficace. ayant sauvé les 3 nains blessés. Il le remercie, et le chef des gardes libère Rimuru. Une journée bien remplie pour sûr. En guise de paiement, le chef des gardes l'écoute et décide de le présenter à un forgeron talentueux qui pourra l'aider. Il le conduit à travers la ville magique et steampunk, remplie d'œuvres d'art incroyables, jusqu'au maître armurier Kaijin, qui est aussi le frère aîné du garde. Une affaire de famille, on dirait. Et par coïncidence, Rimuru retrouve les 3 frères nains qu'il a sauvés la veille. Garm, Garm II et Egi, qui travaillent sous les ordres de Kaijin. Ils racontent comment les remèdes de la gelée les ont sauvés, et leur patron est également très reconnaissant envers Rimuru. Le monde est petit, n'est-ce pas? Il entend sa demande de lui fournir des artisans pour son village, mais malheureusement, il a une commande impossible à honorer et ne peut pas se permettre de libérer de la main-d'œuvre. Une guerre est possible, et un ministre lui a ordonné de livrer 20 épées longues magiques d'ici la fin de la semaine. Un vrai casse-tête en somme. Kaijin voulait refuser, mais le ministre nommé Vesta a piqué son orgueil, et il n'a pas pu laisser passer ça. Cela rappelle à Rimuru son propre patron et sa vie antérieure. En plus de manquer de temps, le maître forgeron n'a pas assez de matières premières. Le minerai de Magistone. Un double problème donc. Rimuru réalise que le minerai de Magistone était la même chose qu'il avait gobé dans la grotte. Il rit et le recrache, disant à Kaijin de l'utiliser. Et ce n'était pas juste du minerai, mais de l'acier magique raffiné. La solution était en lui, littéralement. Le nain demande le prix de cette précieuse ressource. Tout ce que Rimuru veut, c'est qu'il envoie des artisans qualifiés à son village pour leur enseigner des choses importantes. Si c'est tout, les nains peuvent se mettre au travail, car ils ont encore 19 épées à fabriquer. Une affaire rondement menée, dirait-on. Mais Rimuru a alors une idée. Il demande à examiner l'épée longue que Kaijin a déjà fabriquée. C'est une magnifique lame lumineuse qui peut refléter l'affinité magique de l'utilisateur. Rimuru dit qu'il veut l'emprunter un instant, juste pour voir, bien sûr. Il l'avale et demande à Alexa d'analyser cette épée et d'en produire des copies en masse en utilisant les minéraux de son estomac. Et juste comme ça, il fabrique Le problème de 20 Kaijin copies étant résolu, Xerox il organise de une l'épée. fête. Un peu Spécialement comme les pour étudiants Rimuru, font qui leur a fait devoir tout à la le fac. travail. La Il triche hésite, mais version seulement magique, jusqu'à quoi. ce que les nains lui disent qu'on sait qu'ils vont Impossible dans pour un Rimuru bar de refuser où cette occasion, toutes les et serveuses il saute sur sont de l'occasion. jolis elfes. Au bar, il est hypnotisé Là, par les magnifiques plus elfes d'hésitation qui le trouvent possible possible et se dispute évidemment pour le câliner. Rimuru a un charme de gelée irrésistible, et il se détend contre des coussins doux et rebondissants. C'est la fois où il a été le plus proche d'une fille. Un vrai conte de fées. Pour lui, il ne peut contenir son bonheur et pense que c'est le paradis. Il veut que ce moment dure éternellement. La fête continue, et une elfe dit à Rimuru qu'elle est très douée pour lire l'avenir. Une autre suggère qu'il devrait trouver celle avec qui il est destiné à être. L'amour est dans l'air, ou plutôt dans la gelée. Rimuru se demande si son âme sœur sera humaine ou gelée. La boule de cristal lui montre une femme d'apparence japonaise avec une ribambelle d'enfants. On dirait bien que notre héros va devenir le beau-père de toute cette joyeuse troupe. Une sacrée surprise, n'est-ce pas? Mais un trouble fait, du nom de Vesta, entre dans le bar. C'était le même ministre qui avait donné à Kaijin l'ordre impossible, et il est là pour le narguer. C'est une vraie carène masculine. Et il semble qu'il ait donné cet ordre juste parce qu'il n'était pas en bon terme avec le forgeron. Une mesquinerie de haut vol, en somme. Rimuru est agacé. Mais il ne veut pas s'attirer d'ennui avec une personne au pouvoir. Mais Kaijin le soutient. Et il a aussi quelques problèmes personnels avec cette carène masculine. Une vieille rancune, on dirait. Il le frappe fort et l'assomme, mais Rimuru s'inquiète maintenant des conséquences. Kaijin a déjà une idée. Il pense qu'il est sur le point d'être exilé et décide de devenir l'un des artisans que Rimuru ramènera à son village. Un plan de carrière inattendu, n'est-ce pas? Il est arrêté par son propre frère et tous deux semblent bien trop décontractés pour quelque chose qui va faire la une demain. Ils sont mis en prison et Gupta dort toujours. Je me demande combien d'heures avant qu'il ne batte le record du monde. Un vrai champion de la sieste celui-là. Kaijin et ses complices vont être jugés. Mais il en rit, disant qu'ils s'en sortiront avec une amende. Kaijin raconte son histoire. Lui et la carène masculine se connaissent d'hôtesse depuis longtemps. Il servait autrefois comme commandant des chevaliers sous le roi, et Vesta était son adjoint. Une longue histoire de rivalité donc. Il était jaloux de lui, et quand l'un de ses projets ambitieux a échoué, il a rejeté toute la responsabilité sur Kaijin, et a même donné de faux témoignages pour le faire démissionner. Malgré tout cela, le forgeron n'a aucune rancune, et pense que Vesta n'est pas une mauvaise personne. Un cœur d'or ce Kaijin. Mais laissant le passé de côté, il signe un contrat verbal avec Rimuru, et ses subordonnés décident également de le suivre. Le jour du procès arrive, et ils sont présentés devant le roi héros des nains, Gaisel Dwargo, respecté pour être un guerrier brave et noble, un vrai moment solennel en somme. En 1900, Kaijin et ses amis se voient attribuer un avocat commis d'office, mais celui-ci est déjà acheté par Vesta, et sabote leur dossier sans vergogne.
Rimuru se dit qu'il ferait mieux d'appeler Saul, le juge décide que leur punition est le travail forcé dans les mines, et Rimuru trouve cela vraiment injuste. Une parodie de justice quoi. Mais le roi s'adresse alors à Kaijin et lui demande s'il serait intéressé à redevenir chevalier. Mais il refuse, disant qu'il a déjà signé un contrat, qu'il ne rompra pas, même si le roi le lui ordonne. Le roi respecte le maître forgeron et change donc le verdict en quelque chose qui ne jouera qu'en sa faveur. Une décision royale, pleine de sagesse. Il exile Kaijin et ses camarades, mais cela le rend triste aussi. Ainsi, Kaijin et les frères nains sont exilés et ils partent avec Rimuru vers le village gobelin. Mais attends, Rimuru, je crois que tu oublies quelque chose. Un petit détail peut-être ? Quelques semaines se sont écoulées depuis le retour de Rimuru de Dwargon avec Kaijin et son groupe, qui travaillent maintenant d'arrache-pied au développement du village gobelin. Kaijin est forgeron, Garm est armurier. Garm 2 est doué pour l'artisanat d'art, et Egi est architecte, une équipe de choc en somme. En plus de cela, Rimuru a été accueilli par 500 gobelins supplémentaires qui avaient entendu parler de lui et s'étaient donc rassemblés ici pour sa protection. Il voulait d'abord les renvoyer, mais quand il a demandé à Alexa, elle lui a dit alors que il a dans eu la pitié d'eux, lutte les pour a la tous accueillis, domination les a entre nommés, les puis il a espèces dormi plus 3 jours de fortes plus comme pour les récupérer son orques, énergie. les De plus, ogres Gopta et est devenu les un hommes professeur lézards sur la façon les d'invoquer gobelins depuis les seraient ombres. un vrai maître ce Gopta, une Parce que triste Rimuru avait réalité, laissé en plan dans sa cellule, hélas. Il s'est concentré très fort, a invoqué son loup, s'est libéré et a rejoint Rimuru en toute sécurité sur le chemin du retour. Rigurd a été promu roi gobelin avec d'autres seigneurs gobelins sous ses ordres. Une belle ascension sociale, n'est-ce pas ? Et cela l'a rendu encore plus musclé et macho, d'une certaine manière. Il est là pour informer Rimuru de la présence d'intrus dans le village. C'était des humains, très probablement des éclaireurs pour une nation puissante cherchant à étendre ses frontières. Des espions, en somme. Mais il s'avère que c'est le groupe qui a ouvert la porte de la grotte à Rimuru dans l'épisode 2. Et il y a aussi une femme masquée avec eux, la seule combattante capable du groupe, qui élimine les monstres fourmis qui les poursuivent grâce à ses compétences à l'épée et sa magie de feu. Une vraie héroïne cette femme. Mais elle est soudain prise d'une faiblesse alors que la dernière fourmi restante est sur le point de l'attaquer. Rimuru vient à sa rescousse et grille la fourmi avec sa nouvelle technique, l'éclair noir. Le masque de la femme s'envole et Rimuru découvre que c'est celle qu'il a vue dans la boule de cristal. Le destin sans doute. C'est son âme sœur, Shizu, une guerrière habile qui fait les choses à son rythme. Même si les aventuriers sont d'abord surpris par une gelée parlante, ils se rendent à son alors qu'il village, présente la gelée comme où le il maître des profite gobelins, de choquant les l'hospitalité aventuriers, de Rigurd. Rimuru en profite pour faire une blague que seul inattendue Shizu comprend, mais car c'est une chaleureuse. référence du monde réel. Il le remercie et se présente. Un petit moment de complicité en somme. Le gars d'apparence moyenne, appelons-le Joe, est le guerrier et le chef du groupe. La fille blonde, Eren, est la magicienne. Et la troisième personne a l'air vraiment paresseuse, alors nous l'appellerons Paresse. Joe parle à Rimuru du royaume voisin de Blumund, inquiet de la disparition de Veldora. Leur maître de guilde les a donc envoyés ici pour enquêter dans la grande forêt de Jura. Une mission périlleuse, à n'en pas douter. Il en dit un peu trop, mais Rimuru est reconnaissant pour ces informations. Il apprend aussi que ni la guilde ni le royaume ne devraient avoir de problème avec le développement de leur propre territoire. C'est agréable d'avoir des invités, alors Rimuru leur dit de rester pour la nuit. Une hospitalité exemplaire en somme. Le soir, il trouve Shizu seule et pense que c'est l'occasion parfaite de l'inviter à un rendez-vous. Ils commencent à parler et il découvre qu'elle vient vraiment du Japon et a été invoquée ici pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle fuyait avec sa mère les bombardements aériens. Une histoire tragique, hélas. Rimuru dit « C'est triste. Alexa a joué Despacito. » Non, il ne le fait pas vraiment. Il dit à Alexa qu'il veut faire quelque chose pour lui remonter le moral. Il utilise la communication par la pensée et lui montre comment le Japon a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Une belle attention, n'est-ce pas ? Elle est vraiment heureuse, mais elle est alors prise d'un autre malaise et remet son masque. Avant que Rimuru ne puisse poser de questions, Kaijin vient le chercher pour une consultation importante et le taquine tout le long du chemin. Le lendemain matin, Rimuru Mais elle doit retrouve absolument Shizu partir en au voyage même pour endroit trouver l'homme qu'il a invoqué et lui poser quelques demande questions. si elle De aime plus, leur elle doit village, causer aux villageois de lui disant nombreuses qu'elle difficultés est la qu'ils ne sauraient pas bienvenue gérer. pour rester Rimuru aussi et les longtemps autres qu'elle le attendent souhaite. pour leur dire au revoir. Une mais les invitation filles mettent sincère, beaucoup en plus de temps somme. à se préparer que les garçons. Un classique, n'est-ce pas ? Des choses qui ne changent pas, quel que soit le monde où l'on va. Mais Shizu commence alors à se comporter étrangement, car les malaises qu'elle subit deviennent plus intenses. Elle gémit et se tord de douleur, puis son masque se fissure, libérant quelque chose de puissant dissimulé en elle, un moment critique à n'en pas douter. Un pilier de feu crée des nuages de fumée qui couvrent tout le ciel. Shizu commence à léviter comme si elle était possédée par un fantôme, puis elle explose et de fortes flammes l'entourent. Ce n'est que maintenant que les aventuriers réalisent que son vrai nom est Shizu Aizawa, une héroïne célèbre comme la conquérante des flammes, une révélation choc en somme. Elle était à son apogée il y a 50 ans et était censée être à la retraite. Notre héros est donc tombé amoureux d'une grand-mère. Blague à part, il semble Il ordonne qu'elle également à ne puisse Ringa de plus se tenir contrôler prêt, ses flammes. car ils vont bientôt se battre. Rimuru Alors que son dit masque donc tombe à enfin, Rigurd et Shizu Rigurd perd le dernier brin de d'évacuer lucidité les auquel elle villageois. s'accrochait et se transforme en situation Ifrit, est grave. le grand esprit du feu Très qui était grave. en fait la source de son pouvoir. Un spectacle terrifiant à coup sûr. Terrifiant. Les aventuriers pensent que c'est la fin pour eux, et ils ont de bonnes raisons de le croire. Ifrit invoque 3 salamandres volantes
et elles réduisent en cendres le village que Rimuru et ses amis venaient de construire. Il dit aux aventuriers de fuir aussi, mais ils se tiennent fièrement face au danger, prêts à risquer leur vie pour sauver leur amie et l'héroïne légendaire Shizu, de l'esprit qui la possède. Un courage admirable, vraiment. Avant que le combat ne commence, Rimuru demande à Ifrit ce qu'il veut, mais celui-ci est du genre à parler avec ses poings et l'attaque. Il tente de contre-attaquer, mais sa lame d'eau s'évapore avant même de le toucher. Un adversaire redoutable, visiblement. Les aventuriers tiennent bon contre une salamandre. Rimuru invoque Ranga, alors qu'il essaie d'esquiver les deux autres et de les abattre. Sa lame d'eau est inutile et utiliser de plus grandes quantités d'eau pourrait provoquer une énorme explosion de vapeur qui détruirait les environs avec ses ennemis. Ce n'est donc pas une option, une situation délicate, pour le moins. Mais il remarque que la lance de glace d'Eren endommage les salamandres, et Alexa lui dit que les attaques magiques sont efficaces contre les esprits. Rimuru a une idée, mais fait ce qu'il dit. Et il Rimuru demande dévore à alors le pic de Eren glace, de lui tirer l'analyse un pic de et glace acquiert dessus, la capacité de l'utiliser. une requête Il va plutôt plus loin inhabituelle, et fait évoluer n'est-ce l'attaque pas, en un fusil à pompe de glace, abattant les deux salamandres en un seul mouvement puissant. Une improvisation géniale en somme. La salamandre restante décide de se transformer en kamikaze et se fait exploser devant les aventuriers. Joe parvient d'une manière ou d'une autre à bloquer cette attaque pour protéger ses amis. Mais maintenant, ils sont tous hors de combat, et Rimuru ordonne à Ranga de les mettre en sécurité. Un sacrifice héroïque, vraiment. Maintenant que Rimuru est seul avec Ifrit, il peut se battre sans retenue. L'esprit du feu commence par invoquer des clones de flammes et créer un champ de lave autour de Rimuru pour le faire fondre. Il se débarrasse des clones en utilisant son fusil à pompe de glace. La bataille s'intensifie clairement. Mais il est déjà pris au piège d'Ifrit, qui utilise l'attaque Cercle de Flamme. C'est une attaque puissante, et Rimuru panique, pensant que sa courte et merveilleuse vie de gelée va bientôt prendre fin. Un moment de pure terreur pour lui. Mais il ne subit aucun dégât, et il demande à Alexa ce qui se passe. Elle lui dit qu'il a une résistance aux fluctuations de température, donc toutes les attaques de feu sont automatiquement annulées. Les rôles sont inversés maintenant, et Rimuru piège Ifrit en utilisant ses fils d'acier qui sont magiquement inifuges. Une sacrée surprise pour Ifrit. Il nargue l'esprit du feu, disant qu'il l'a sous-estimé et que toutes ses attaques sont inutiles contre lui. Il décide de mettre fin à la bataille, pour de bon en utilisant sa compétence unique, Prédateur, et l'avale tout entier, le séparant ainsi efficacement de Shizu. Une victoire éclatante en somme. Et à l'intérieur du ventre de Rimuru, Ifrit est terrifié de rencontrer Veldora, qui veut être son prochain adversaire. Shizu est devenue trop faible après ce qui s'est passé plus tôt, et Rimuru est maintenant à ses côtés pendant qu'elle se repose. Un repos bien mérité après tout ça. Elle le remercie de l'avoir sauvé et de l'avoir empêché de nuire aux gens qu'elle aimait. Elle veut donc lui raconter son histoire, afin que les gens se souviennent de sa vie. Elle commence le jour où son village était en feu, et elle fuyait avec sa mère quand les flammes l'ont soudainement encerclée et qu'elle s'est retrouvée devant le seigneur démon, Léon, un homme puissant au regard froid et cruel. Un souvenir douloureux, sans aucun doute. Il la croyait morte et la considérait comme une expérience ratée, mais voyant qu'elle était toujours en vie malgré des brûlures au 3e degré, il a pensé qu'elle avait une compatibilité avec le feu. Il a donc invoqué Ifrit et l'a fait posséder le corps de la jeune fille, un plan machiavélique en somme. Léon a immédiatement pu tester sa nouvelle arme lorsqu'un homme oiseau insensé a osé l'attaquer pour devenir lui-même un seigneur démon. Sur son ordre, Ifrit a pris le contrôle du corps de Shizu et a brûlé l'oiseau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Une démonstration de puissance terrifiante, vraiment. Léon fut impressionné et décida de changer son nom de Shizu à Shizu. Oui, c'est la même chose, mais c'est le principe. Et elle devint sa fidèle assistante, non pas qu'elle ait eu beaucoup de choix. Elle avait aussi un ami dans la résidence Les du choses se Seigneur passaient bien démon, jusqu'au jour où son une ami autre décida d'emmener le renardeau invocation dans la comme elle, résidence, et et ils celui-ci ont grogna trouvé contre et Léon. adopté Considérant le chiot un comme une menace, renardeau doré. Ifrit prit le contrôle de Une Shizu, petite et elle touche de transforma le douceur chiot, dans ce ainsi que monde son ami, cruel. en cendres. Un événement tragique et inattendu, hélas. Et quand elle réalisa ce qu'elle venait de faire, la petite fille fut traumatisée à vie. Mais elle continua à servir le Seigneur démon comme sa plus proche assistante pendant des années, jusqu'au jour Elle a où combattu le héros le héros, attaqua, et mais Léon Léon s'enfuit s'enfuit, très laissant facilement. Shizu en Et arrière. même si le héros une loyauté aurait pu la forcée, en tuer somme. sans difficulté, il ne l'a pas fait. Au lieu de l'émotion cela, qu'elle avait perdue lui il a revint. offert une Et elle séance fondit de en larmes thérapie quand le gratuite héros à décida de Shizu, l'adopter. et Elle donna lui a aussi dit à que Shizu le tout masque, allait bien capable maintenant. de renforcer sa Une résistance fin et même de inattendue, réprimer l'esprit d'Ifrit mais en pleine elle. d'espoir. Grâce au héros, Shizu en apprit plus sur ce monde, et grâce au masque, elle maîtrisa un peu le pouvoir d'Ifrit, devenant elle-même une héroïne, aidant les plus démunis. Mais un jour, le héros disparut sans laisser de traces, promettant à Shizu qu'il se reverrait, c'est sûr. Pour combler le vide, Shizu décida d'aider encore plus, et on la surnomma la nouvelle héroïne. Mais après des décennies, elle vieillit, peinant à contenir Ifrit. Elle prit sa retraite et devint maîtresse d'école pour des enfants d'autres mondes au royaume d'Ingracia. Elle appréciait d'enseigner aux enfants, menant une vie paisible. Certains de ses élèves obtinrent leur diplôme et prirent leur envol, l'un d'eux devenant même un grand maître, celui qui supervise toutes les guildes du pays. Pas mal, hein? Voyant ses élèves bien établis et Ifrit de plus en plus difficile à contrôler, Shizu quitta son poste. Elle entreprit son dernier voyage pour retrouver l'homme qui l'avait invoqué, lui poser quelques questions.
Ce périple l'amena ici, en compagnie d'aventuriers plutôt sympas. Elle demande à Rimuru son vrai nom et lui révèle le sien en retour. Puis elle lui demande une faveur. Elle veut qu'il la dévore, comme il a dévoré sa malédiction. Elle n'aime pas ce monde, mais ne le hait pas assez pour le maudire. Et comme elle ne veut pas faire partie de ce monde après sa mort, elle souhaite que Rimuru la consume et la laisse reposer dans son estomac. Il accepte sa requête et décide de reprendre le voyage qu'elle laissait inachevé. Shizu lui dit qu'elle voulait probablement que Léon Cromwell, l'un des seigneurs démons les plus puissants, reconnaisse qu'elle était humaine. Et elle voulait savoir s'il y avait un moyen de renvoyer les enfants invoqués ici dans leur monde. Elle perd ses forces, trop vite. Rimuru jure sur ses deux noms qu'il posera ses questions à Léon. Alors qu'elle le remercie, Shizu meurt, son corps devenant vieux et frêle. Rimuru utilise sa compétence unique de prédateur sur son âme sœur et la dévore, espérant qu'elle fasse de doux rêves éternels dans son estomac. Et en effet, Shizu rêve de retrouver sa mère et de vivre heureuse dans son monde et son époque. Je ne pleure pas, ce sont juste les ninjas coupeurs d'oignons qui sont encore passés par là. Le groupe d'aventuriers et Rigourde viennent voir Shizu, mais sont stupéfaits de trouver quelqu'un d'autre. Rigourde et Ranga identifient facilement Rimuru, mais les aventuriers peinent à croire que cette personne aux cheveux bleus en larmes, sosie de Shizu, est le gentil Slim. Rimuru leur raconte toute l'histoire, comment Shizu est morte, et lui a demandé de la dévorer, d'où cette forme copiée. Ils sont tristes, mais quand Rimuru leur dit que Shizu les trouvait trop imprudents et casse-cou, ils commencent à se chamailler, et l'ambiance morose s'évapore. Le groupe décide de partir pour rapporter ce qu'ils ont trouvé en forêt, promettant de dire du bien de cet endroit et du Slim qui y régnait. Mais avant de partir, ils veulent que Rimuru reprenne sa forme humaine pour remercier Shizu à travers lui. Rimuru remarque aussi que leur équipement est trop minable, alors il décide de leur offrir un cadeau d'adieu. Un petit coup de pouce, quoi. Les aventuriers sont fous de joie de recevoir une armure bien plus chère que ce qu'ils pourraient presque s'offrir. Et ils sont encore plus ravis de découvrir que les artisans derrière tout ça sont les 3 frères nains mondialement connus et le légendaire forgeron Kaijin, la classe. Là-dessus, ils partent pour leur guilde. Rimuru rend un dernier hommage à son âme sœur. Il lui a promis de trouver Léon et de lui faire répondre à ses questions. Et c'est un homme de parole. Mais avant, il doit en apprendre plus sur ce monde, sa hiérarchie, tout en développant son village et en devenant plus fort. Un sacré programme. Une fois les dégâts de la bataille contre Ifrit, l'esprit du feu logé dans le corps de Shizu, réparé, les gobelins reprennent le développement de leur village. Kaijin et les 3 frères nains, aidés des gobelins, construisent maisons, vêtements et autres nécessités. Rigur et ses seigneurs gobelins élaborent un plan pour bien gérer le village. Ça bosse dur. Et Rimuru, lui, profite de ses privilèges, ses subordonnés bossant à merveille, même sans ses ordres. Mais il a une petite mission secrète et s'assure que personne ne le regarde. Dans sa maison, il recrache le masque de Shizu, réparé, et promet de le garder précieusement. Un vrai coffre-fort. Et après ça, avec un petit rire malicieux, il se prépare à se transformer en corps humain grâce à sa compétence de mimétisme. Il prend la forme de Shizu aux cheveux bleus et vérifie sa maîtrise du corps, ainsi que le bon fonctionnement de ses sens. Un vrai caméléon. Bien qu'il soit reconnaissant d'avoir un corps humain, il trouve qu'être un slime est plus confortable maintenant. Il demande alors à Alexa s'il peut utiliser la compétence de clonage après avoir consommé Ifrit. Alexa répond qu'il peut utiliser toutes les compétences de l'esprit du feu. Rimuru invoque aussitôt un clone de lui-même et découvre qu'il ressemble trait pour trait à Shizu et pas du tout à lui. Surprise! Il est plutôt mignon, mais il y a une confusion dans son esprit. Garçon ou fille? Il se dit qu'un petit coup d'œil à son propre corps ne fera de mal à personne. Mais au lieu de voir quoi que ce soit d'intéressant, Rimuru est choqué de découvrir qu'il est complètement asexué. Et oui, pas de peau. C'était à prévoir, puisqu'il n'avait pas de genre en tant que slime. Bon, il comprend sa situation. En s'habillant, il demande à Alexa ce qu'était cette fumée noire quand il a créé son clone. Une question pertinente, ma foi. Elle répond que la fumée noire est produite en utilisant la magie pour créer quelque chose de plus grand que sa taille. Ça donne à Rimuru l'idée de créer aussi une version adulte de lui-même. Il le fait et découvre qu'il ressemblera à un bel homme une fois grand. Pas mal le futur. Et comme il peut aussi contrôler librement son corps, il essaie de le rendre masculin et féminin, s'arrêtant juste avant de voir quoi que ce soit. Malgré 37 ans de virginité, il a encore assez de maîtrise de soi pour ne pas regarder une version féminine adulte de lui-même qui ressemblerait trait pour trait à Shizu. La tentation est grande, mais la sagesse l'emporte. Mais ça, c'est la vraie fluidité de genre. Si un mec woke essaie de vous faire la leçon là-dessus, demandez-lui s'il peut faire ça. Après, Rigurd vient lui faire un rapport. Et en discutant, Rimuru réalise qu'étant humain maintenant, il a le sens du goût et peut manger de délicieux plats. Une révélation culinaire. Il n'a rien goûté depuis sa réincarnation et ne pense qu'au menu en visitant le village et en rencontrant Rigor, Gopta et les autres de la partie de chasse. Il leur dit de chasser de bons animaux car il va manger avec eux. L'estomac crie famine. Surpris, Gopta regarde la poitrine de Rimuru et demande s'ils grossiront aussi s'ils mangent beaucoup. On ne peut pas lui en vouloir de penser ça, mais il reçoit un coup de pied retourné
qu'il envoie valser. Rigor promet de le discipliner, mais il dit qu'il n'y a pas de pénurie de proies, car des bêtes sauvages affluent beaucoup dans la zone récemment. Un festin en perspective malgré tout. Il pense que c'est dû à la migration saisonnière, mais Rimuru a des doutes. Il décide d'envoyer Ranga avec une partie de chasse, au cas où ils auraient besoin de renfort. Pendant ce temps, il se rend à la grotte où son ami Veldora était emprisonné pour tester la compétence dégénérescence, qu'il a obtenue en dévorant Shizu. Un petit tour par la casse-prison, histoire de voir. Par dégénérescence, il ne parle pas de nous, hein? C'était une compétence capable de combiner différentes aptitudes pour en créer de nouvelles, ou de les désintégrer en plus petites. Puisque c'était précieux pour Shizu, Rimuru décide d'en faire bon usage et reçoit une compétence supplémentaire appelée Flamme Noire, qui semble plutôt puissante et géniale. La classe! De plus, le masque qu'elle avait laissé avait le pouvoir de supprimer la magie. Quand Rimuru le met, Alexa lui dit que la faible aura qu'il émettait a été complètement supprimée. Mais alors, il reçoit un message ressemblerait à un simple humain pour n'importe qui. Rimuru court vers la forêt, incognito, et voit Gopta se faire taillader par un épéiste blanc. Les autres gobelins et loups gisent déjà inconscients au sol. La situation est critique. Deux hommes à cornes se tiennent devant lui. L'un est rouge, l'autre blanc. Rimuru n'en a aucune idée, alors on les appellera par leur couleur pour l'instant. Pratique, non? Alors qu'il avance vers les deux assaillants, il trouve Ranga combattant deux autres du même genre. Mais alors qu'il s'apprête à lancer une grosse attaque, un mur de feu bleu, lancé par une autre fille de la même espèce, qu'on appellera Rose, l'arrête net. Un obstacle inattendu. Rigor combat aussi une femme. Rimuru le rappelle après qu'il ait rejoint Ranga. Il s'excuse de n'avoir pu s'occuper du groupe, mais leurs adversaires étaient forts, et l'un d'eux pouvait même utiliser la magie. Pas facile la vie d'aventurier. Les 6 personnes à cornes se sont rassemblées. Rigor dit que ce sont des ogres, une des espèces les plus puissantes de la forêt. Ils ne ressemblent pas aux ogres que Rimuru a vus dans les films et jeux, ils ont l'air plus sophistiqués, et portent même des katanas. La classe, ces ogres. Il essaye de parlementer, pensant qu'il n'y a pas besoin de se battre. Les ogres étaient plus forts que les gobelins. Pourtant, ni Gopta ni Rigor n'ont été mortellement blessés, rationnelle, et le reste du groupe a juste été endormi par magie. De révéler sa vraie nature. Un signe, leur prince et chef, rouge, est particulièrement agressif, affirmant qu'aucun humain normal ne pourrait asservir autant de monstres, et que son masque trahissait déjà sa véritable identité. Ambiance tendue. Rimuru veut s'expliquer, mais Rouge n'a aucune intention de l'écouter, déjà convaincu qu'il est impliqué dans l'attaque de leur village. N'ayant plus d'autre choix que de se battre, Rimuru dit à Ranga de s'occuper de Rose, l'utilisatrice de magie, sans la tuer, et qu'il s'occupera des autres. Le plan est lancé. Ranga s'inquiète de se retrouver seul contre 5, mais Rimuru est sûr qu'il va gérer. Rouge le sous-estime, le prenant pour un simple fou trop confiant. Il l'attaque de toutes ses forces, mais son épée ne touche pas Rimuru, qui s'est déjà déplacé pour affronter le grand gaillard au marteau, un vrai ninja ce slime. Alors que le grand gaillard s'apprête à l'attaquer, il utilise son souffle paralysant pour l'endormir. Puis la femme sans nom l'attaque par derrière. Il esquive, mais se retourne et se laisse distraire par ses atouts généreux. Ah, les hommes! Mais même là, il utilise des fils de scellement pour l'immobiliser, avant que le type assassin ne l'attaque. Il brise son épée avec sa compétence, son armure corporelle, puis l'envoie valser d'un seul coup de poing. Il ne reste plus que rouge et blanc. Le vieux sabreur nomme chaque compétence que Rimuru vient d'utiliser, ainsi que la créature d'où il l'a obtenue, et avertit Rouge qu'il pourrait en avoir d'autres. Un vrai catalogue de compétences. Rimuru pense que le vieux est un sacré problème, mais il veut juste leur parler maintenant qu'ils ont vu sa puissance, et il dit qu'ils devraient arrêter de se battre. Mais Rouge est encore plus certain que Rimuru était un ami des orques qui ont vaincu son peuple, et il est convaincu qu'il était l'un des démons impliqués dans cette conspiration. La méfiance est à son comble. Rimuru essaie de dissiper le malentendu avec Rouge, mais soudain, le vieil homme lance une attaque furtive et le taillade. Rimuru est assez rapide pour ne perdre qu'un bras au lieu de sa tête. Le vieil homme a déjoué son sens magique et brisé ses défenses pour lui couper le bras, mais il n'est toujours pas satisfait du résultat. Un coup bas, ça. Maintenant, Rouge pense qu'ils ont une chance claire de gagner, et il prononce de belles paroles qui se résument à « l'orgueil précède la chute ». Mais Rimuru ramasse juste sa main coupée, l'absorbe d'un côté, puis régénère instantanément ce qu'il avait perdu, demandant aux ogres s'ils pensent toujours pouvoir gagner. Le choc est total. Rouge utilise son attaque spéciale, Flamme d'ogre, sur lui, mais Rimuru est résistant au feu et en sort indemne. Il félicite les ogres, disant qu'il les a sous-estimés et qu'il va maintenant leur montrer un aperçu de sa force. Le spectacle commence. Il retire son masque et libère son aura terrifiante avant de montrer sa nouvelle compétence, la flamme noire. Il déchaîne une tornade de flammes noires, choquant tout le monde. Rose comprend que la flamme est créée à partir de son propre pouvoir et que la taille des flammes révèle la taille de l'homme. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est noir, bien sûr ce serait énorme. Mais Rimuru ne se contente pas de ça, et il leur montre une autre de ses compétences, son éclair noir pour écraser une énorme pierre. Il demande aux vieux s'ils ont peur maintenant, ou s'ils veulent toujours se battre. Rouge semble désormais nerveux, la pression monte. Blanc lui demande d'emmener la princesse et de fuir pendant qu'il reste pour gérer ça. Mais Rouge est le chef, et ne prend d'ordre de personne. Il admet qu'il n'est pas de taille face à Rimuru,
Mais en tant que chef des ogres, il est de son devoir de venger son peuple tombé, il se battra donc jusqu'à la mort, même sans aucune chance de victoire. Un vrai guerrier. Le plan d'intimidation de Rimuru a échoué, mais avant que Rouge ne fasse une bêtise, sa sœur Rose se place devant lui, disant qu'il pourrait se tromper. Elle explique que ce ne doit pas être le même démon responsable du sort de leur village. Une voix de la raison, enfin. Il était assez puissant pour les détruire tous seuls, et n'aurait pas eu besoin de compter sur les orques pour faire le sale boulot. Rouge écoute sa sœur et demande finalement à Rimuru qui il est, il révèle qu'il n'est qu'un Slim. La surprise est totale. Il se transforme en sa vraie forme, monte sur le dos de Ranga, puis montre aux ogres que son masque n'est pas le même que celui de leurs assaillants. Les ogres ont enfin compris leur erreur et s'inclinent devant Rimuru pour s'excuser. La paix est revenue. L'affaire est réglée, le slime invite les ogres à venir à leur village et à se joindre au festin qu'ils organiseront ce soir. Ils ont leurs réserves, mais il répond que puisque personne n'a été gravement blessé, tout va bien, une bonne ambiance en perspective. Après avoir soigné ses blessures et chassé pour le festin, Rimuru retourne au village avec les ogres et les gobelins. Il demande à Rouge son nom, et celui-ci répond que personne dans leur groupe n'en a, faisant réaliser à Rimuru qu'il oublie facilement que les monstres n'ont pas de nom dans ce monde. Une petite piqûre de rappel. La fête commence la nuit. Le premier plat est présenté à Rimuru, les gobelins attendant avec impatience sa réaction. Et alors qu'il prend une bouchée d'un plat qui ressemble à un kebab, il est grandement satisfait et heureux. Un vrai régal. C'était la première fois qu'il goûtait quelque chose depuis son arrivée dans ce monde, et il pense que la vie vaut enfin la peine d'être vécue. Tout le monde s'amuse, et Rigourde, Rigor et Kaijin sont assis avec les deux ogres principaux, écoutant leur triste histoire. L'ambiance est contrastée. Ils ont été attaqués par des orques, et selon la logique de ce monde, c'était impossible. Les orques étaient une espèce porcine bien plus faible que les ogres, Mais ils ont attaqué impensable et qu'ils incendié déclarent le village la guerre ogre de à nuit. quiconque plus fort qu'eux. Ils avaient une Une armée énigme, entière, vraiment. portant une armure de plate complète et des armes. Il y avait un puissant La démon plus grande masqué possibilité avec était que les orques se soient alliés au et c'est seigneur démon. pourquoi les Le ogres résultat, ont combattu sur 300 Rimuru, ogres, il n'en restait plus le que prenant 6. pour ce démon. Rimuru a aussi entendu parler de Une tout ça, erreur et il vient vers le coûteuse, groupe pour demander à hélas. Rouge ce qu'il compte faire maintenant. La situation est désespérée. Rouge ne pense qu'à la vengeance pour l'instant, et veut développer la force de son groupe pour trouver les orques et le démon, mais il n'a aucune idée par où commencer sa recherche. Rimuru réalise que le chef des ogres n'a pas de plan, et donc il avance une suggestion. Le moment est venu d'agir. Il leur demande s'ils seraient intéressés à devenir ses subordonnés, il prévoit de leur fournir nourriture, vêtements et abris au minimum, mais Rouge demande si une alliance avec eux ne mettrait pas le village gobelin en danger. Une question légitime après tout. Rimuru répond que c'était une autre chose à laquelle il pensait. Si des milliers d'orques attaquèrent des villages, il était possible qu'ils arrivent à leur village tôt ou tard. C'est pourquoi augmenter leurs effectifs et leur force de combat était essentiel à la survie du village. Et Rimuru prévoit de se battre aux côtés des ogres en cas de danger. La prudence est de mise. Rouge dit qu'il aura besoin de temps pour y réfléchir, et se dirige vers la forêt pour trouver la bonne réponse, car le destin de son clan dépend de son choix. Le lendemain matin, il rend visite à Rimuru et dit que les ogres sont une espèce guerrière, qui n'a aucun problème à travailler pour quelqu'un de plus fort. Une décision mûrement réfléchie, et à condition qu'ils soient libres de choisir leur voie, après avoir vaincu le chef des orques, Rouge décide d'accepter l'offre de Rimuru et de devenir son subordonné. Rimuru pense aussi que Rouge se mettait dans une situation délicate en prenant cette décision, et il veut s'assurer qu'il ne le regrette pas. Un engagement sérieux donc, alors il appelle tous les ogres dans sa chambre pour leur donner des noms, preuve qu'ils sont ses subordonnés. Les ogres sont choqués qu'ils veuillent tous les nommer, et même si la princesse ogre explique qu'il y a un risque à nommer des monstres plus puissants, Rimuru ne tient pas compte de son avertissement. Un peu trop sûr de lui peut-être. Il pense avec suffisance qu'il connaît déjà l'épuisement de la magie, mais comme ils ne sont que 6 cette fois, il n'y aura aucun problème. Je suis presque sûr qu'il va encore en baver, vu sa confiance débordante. On parie ? Rouge accepte avec gratitude d'être nommé par le grand Slim, et le groupe n'a aucune objection. Rimuru commence le processus de nomination, et la chose suivante qu'il entend est la voix de deux filles se disputant pour prendre soin de lui. Il ouvre les yeux et découvre que deux petits slimes reposent sur son corps de slime. Une drôle de surprise. Il est encore à moitié endormi et demande aux filles qui elles sont, tout en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Soudain, le prince ogre le salue et l'informe qu'il a évolué en Kijin après avoir été nommé Benimaru. Rimuru se souvient alors qu'il est tombé inconscient juste après avoir nommé les ogres, interroge Alexa sur les Kijin, et découvre qu'ils sont une sous-espèce rare née parmi les ogres. Pas banal tout ça. C'est une bonne nouvelle. Rimuru trouve que Ben, l'ancien rouge, a l'air plus petit, mais plus puissant maintenant. La princesse ogre rose est maintenant nommée Shuna, et il la trouve encore plus mignonne, un vrai relooking magique. La femme ogre qui le tient est chionne, et il apprécie déjà deux grandes choses chez elle, sa personnalité bien sûr. Derrière Ben se trouve le vieil homme blanc qui a coupé la main de Rimuru, que nommer un monstre supérieur consomme une quantité de magie Il a l'air encore aussi plus grande, plus jeune et c'est maintenant. pourquoi il s'est effondré La fontaine de après avoir jouvence. nommé seulement ces 6 ogres. La facture énergétique est salée. Le 6e ogre, Kuro, était déjà l'apprenti de Kaijin. Quand il vient saluer Rimuru, notre héros est soulagé de voir qu'il est
le seul gars d'apparence normale parmi toutes ces têtes d'affiche. Enfin quelqu'un de pas trop canon. Et c'est ce qui résonne avec Rimuru, qui avait lui aussi une apparence plutôt moyenne autrefois. Rimuru observe Akuro entraîner les jeunes gobelins à l'escrime. Mais c'est un entraîneur coriace qui tabasse ses élèves, et tout ça grâce à Gopta, qui avait dit avec enthousiasme qu'il voulait apprendre à manier l'épée. Il l'aura voulu. Il discute aussi avec Ben de l'Orc Lord, un monstre unique né parmi les orques une fois tous les quelques siècles. C'est peut-être un peu exagéré, mais on disait qu'un Orc Lord pouvait inspirer la peur à ses alliés, faisant de lui le leader le plus efficace. Un chef charismatique, à sa manière. Et puisque les orques qui ont attaqué son village ne se souciaient pas de la mort de leurs alliés, Ben est convaincu qu'un Orc Lord les dirigeait. Rimuru demande s'il pourrait y avoir une autre raison à leur attaque, et Ben répond qu'il y a quelques mois, un démon louche est apparu dans leur village, et a proposé de le nommer. Tiens. Mais ça sentait l'arnaque, alors il a refusé le démon, lui disant de doubler la mise et de la donner au suivant. Le démon masqué a quitté le village après l'avoir maudit, et Ben pense que le démon pourrait bien lui en vouloir, mais il n'aurait pas pu prendre son nom d'un maître peu fiable. Rimuru est flatté et demande le nom du démon, mais Ben ne s'en souvient même plus. C'est alors que Su sort de l'ombre pour dire que c'était Gelmud. Après réflexion, Rimuru se souvient que Gelmud était le démon qui avait donné son nom au frère de Rigurd. Il se demande si ce Gelmud se balade juste partout pour donner des noms aux monstres, trouvant ça un drôle de passe-temps, un peu bizarre, non? Su est là avec une nouvelle importante. Il a repéré des hommes lézards, une autre espèce forte vivant dans les zones marécageuses de la forêt. Il les avait vus se rendre au village gobelin voisin pour des négociations, et il pense qu'ils pourraient y venir ici aussi. Après quelques jours sous ses ordres, les ogres se sont bien intégrés au système du village. Shun a expliqué aux frères nains le processus de fabrication de la soie à partir de casques quand Shion entre, portant Rimuru dans leur atelier. Elle s'était autoproclamée sa secrétaire, et comme elle avait l'air de faire l'affaire, Rimuru l'a laissé garder le poste. Mais cela a peut-être créé une petite tension entre les deux beautés Kijin, toutes deux voulant passer beaucoup de temps avec Rimuru. Elle les tire pratiquement comme une pâte à pizza, tandis que Garm et ses frères regardent deux femmes se disputer un homme qui n'est même pas de leur espèce. Mais il réussit d'une manière ou d'une autre à satisfaire les deux en même temps. Shion emmène Rimuru à la salle à manger, où Ben et ses amis sont déjà assis. Et en entendant que Shion a préparé le dîner pour lui, de vieux traumatismes refont surface dans leurs esprits, et Su s'enfuit en disant qu'il doit explorer les environs. Rimuru prend sa forme humaine, et voyant Ben transpirer, il se demande si Shion n'est pas doué en cuisine malgré son apparence capable. Et quand elle apporte son plat, qui ressemble à un truc sorti des égouts, il réalise qu'il avait raison. « Attendez une minute les gars, j'ai envie de vomir après avoir vu ça !» Shion insiste pour que Rimuru commence à manger immédiatement, et Ben ne le regarde même pas, tandis que Akuro a complètement effacé sa présence pour qu'on ne le voit plus. Et alors qu'il prend une cuillerée, pensant qu'au moins il n'en mourra pas, il imagine l'horrible excuse de plat à lui sourire, il transpire et demande de l'aide à Raphaël, qui lui dit de fermer les yeux et de pousser la cuillère vers sa droite s'il ne veut pas mourir. Rimuru fait ce qu'on lui dit et pousse la cuillère vers sa droite, seulement pour découvrir qu'il l'a mise dans la bouche de Gopta, qui se trouvait par coïncidence près de lui. Le plat est aussi horrible qu'il en a l'air, et Gopta s'étouffe, se tord de douleur, devient violet et s'évanouit, la bouche écumante. Repose en paix, petit gobelin. Et maintenant, Rimuru dit à Shion que la prochaine fois qu'elle cuisine, elle doit faire goûter et approuver le plat par Ben. Et il espère que le chef fera du bon travail pour qu'il ne subisse plus de pertes comme Gopta. J'aimerais bien voir Gordon Ramsay goûter sa cuisine et donner son avis honnête. Il va ensuite prendre des nouvelles de Kaijin et de son apprenti. Mais ils sont trop occupés à parler de leur travail pour qu'ils puissent se joindre à leur conversation. Mais alors, Ben arrive et sauve Rimuru en lui parlant d'un émissaire des hommes lézards venu le voir, et les ogres, évolués, le rejoignent en chemin. Quand Rimuru atteint les hommes lézards devant leur village, ils entament leur routine militaire et annoncent l'entrée de leur chef, un homme lézard jeune, fier, tape à l'œil et plutôt crédule nommé Gabiru. Il fait ce qu'il pense être une intro impressionnante et déclare que les gobelins auront désormais l'honneur de travailler sous ses ordres, lui, un homme lézard nommé et futur chef de sa tribu. Rigur est agacé, et Shion est encore plus agacé que lui et le serre fort. Il lui dit d'arrêter, mais si j'étais à sa place, j'en profiterais jusqu'à l'évanouissement. Rigurd dit que cette demande était trop soudaine, mais Gabiru se montre arrogant en leur parlant de la menace de l'armée orque envahissant la forêt. Il dit qu'il les protégerait, eux, les faibles. Puis il voit Rigurd le macho, deux ogres impressionnants et la beauté voluptueuse, ce qui a le plus grand impact sur lui. Gabiru parle avec ses soldats, et il ne pense pas qu'il y ait un gobelin ou un faible dans le village. Rimuru pense que s'allier avec les hommes lézards serait bénéfique pour les deux. Mais en regardant Gabiru, il commence à avoir des doutes. Avoir des amis comme lui, c'est pire que d'avoir de puissants ennemis. Maintenant, Gabiru change de stratégie et dit qu'il a entendu parler des gobelins qui ont apprivoisé les loups-garous, et qu'il en ferait des officiers dans son armée.
Cheyenne est vraiment irrité maintenant, et Ben sourit en demandant la permission à Rimuru de tuer ces stupides reptiles. Rimuru l'empêche d'une manière ou d'une autre de devenir violent, et dit aux hommes lézards que c'est lui qui avait fait des loups leurs alliés. Gabiru rit, disant que c'était une drôle de blague, et Rimuru invoque Ranga, pour montrer la vérité à l'arrogant lézard. Ranga apparaît dans sa taille réelle, et utilise sa compétence de menace pour terrifier les lézards. Et Ben demande s'il avait toujours été aussi grand. Rimuru répond que la taille réelle est plus utile dans des cas comme celui-ci, pour intimider les idiots. Mais il semble que Gabiru ait du cran, après tout, il ne bronche même pas en voyant Ranga, et loue poliment ses beaux yeux et sa douce fourrure. Il dit au loup que c'était une bête magnifique, mais qu'il était dommage qu'il ait été dupé par une limace et réduit en esclavage. Il ajoute qu'il vaincra cette limace rusée et maléfique et libérera le loup pour en faire un allié. Ces hommes commencent à l'acclamer et il profite de ces 15 minutes de gloire, tandis que Ranga devient furieux qu'un lézard quelconque ait insulté son maître. Il est sur le point de manger de la viande de lézard quand Gopta arrive soudainement en gambadant vers eux. Je le croyais mort, et Rimuru et les autres aussi. Et Gopta leur dit nonchalamment que bien sûr, il était vivant. Raphaël l'analyse et dit à Rimuru que pour neutraliser l'effet de la cuisine de Shion, le gobelin a acquis la compétence de résistance au poison, et la limace est impressionnée car même lui n'a pas de résistance au poison. Gopta est déflatté, mais il n'a pas le temps de se vanter, car Ranga le prend et le pose devant Gabiru, disant que s'il pouvait le vaincre, il considérerait son offre. Rimuru est impressionné, et pense que le loup a fait ce qu'il fallait. S'il se battait lui-même, le pauvre lézard mourrait instantanément. Gabiru est trop confiant et nargue Rimuru, qui dit à Gopta de donner le meilleur de lui-même. S'il gagne, il aura une arme sur mesure. Et s'il perd, il devra manger la cuisine de Shion. Eh bien, la punition est plus motivante que la récompense, et Gopta passe en Super Saiyan pour l'éviter. Les guerriers se préparent à se battre, et Gabiru dit que les hommes lézards sont des descendants de dragons, qu'ils ne perdront jamais face à de simples gobelins porcs. Mais pendant qu'il parle, Gopta ne perd pas un instant pour lui lancer sa lance. Gabiru esquive de justesse et contre-attaque, mais le gobelin est introuvable, et tandis que le lézard se demande où il est passé, Gopta émerge de son ombre et lui donne un coup de pied derrière la nuque, l'assommant. Je ne l'avais pas vu venir, pas plus que le lézard ou Rimuru. Tandis que les autres lui donnent le traitement qu'un champion mérite, Rimuru pense que Gopta pourrait être une sorte de génie. À vrai dire, il n'avait jamais espéré que le gobelin gagne. Il s'attendait à ce qu'il se fasse écraser, et qu'ensuite les ogres et Rigurde bottraient les fesses des lézards, mais tout le monde était confiant qu'il gagnerait, et Rimuru décide de faire semblant de s'y être attendu aussi. Les lézards sont abasourdis depuis que Gopta a vaincu leur chef, et Rimuru leur dit qu'il les aiderait à combattre les orques, mais qu'il n'allait en servir personne, et tandis que les lézards s'enfuient, ils disent qu'ils reviendront. Reviendront pourquoi ? Pour plus d'humiliation ? Maintenant, Rimuru doit aussi réfléchir à leur plan, et il semble qu'ils doivent le faire plus tôt que prévu. Su a vu une armée de 200 000 orques se déplacer le long de la rivière voisine, et il estime qu'ils allaient attaquer bientôt le territoire des hommes lézards. Rimuru est surpris par ce nombre impressionnant, et demande à ses subordonnés quel pourrait être le motif des orques. Kaijin dit que les orques étaient une espèce plutôt stupide, et qu'il était possible que quelqu'un d'autre tirait les ficelles derrière cette invasion. Rimuru est d'accord, il pourrait y avoir un seigneur démon derrière tout ça, et le principal suspect est le démon nommé Gelmud, qui avait des comptes à régler avec les ogres. Lui-même souhaite que ce soit un seigneur démon, afin de pouvoir se rapprocher de l'homme qui a fait souffrir sa chère Shizu. Ben répond que même s'il n'y a pas de seigneur démon derrière les orques, ils ont au moins un seigneur orc qui les unit et les dirige. Seul un monstre légendaire pourrait mener une si grande armée d'orques. Mais alors qu'ils sont au milieu de la discussion, Su reçoit un rapport d'un de ses clones disant qu'une dryade voulait le rencontrer. Bien que Rimuru n'avait initialement pas l'intention de rencontrer qui que ce soit, dès qu'il a entendu parler d'une dryade, il a arrêté d'utiliser son cerveau pour réfléchir. Il avait vu les dryades, qui étaient comme des esprits des arbres, dans de nombreux jeux et bandes dessinées, et il n'a pas perdu un seul instant pour l'inviter à entrer. Une fleur germe au milieu de la table, et de là sort une jolie dryade nommée Trainy, un esprit de la forêt introverti, vieux de 1000 ans, qui n'a pas rencontré d'humain depuis longtemps. Elle est aussi assez polie et cordiale, et salue Rimuru et ses subordonnés, s'excusant pour cette visite soudaine. Elle est venue ici avec une requête. Elle veut que Rimuru vainque le seigneur orc. Elle descend gracieusement de la table, et Rimuru est un peu hésitant à accepter sa demande. Mais alors Ben s'avance et dit à la dryade qu'elle faisait une demande assez égoïste à un parfait inconnu. Il lui demande pourquoi elle est ici, lui disant qu'il y a d'autres espèces bien plus fortes que les gobelins. Trainy dit qu'elle le sait, et serait allée au village des ogres si tous étaient encore en vie. Mais même alors, elle ne pouvait ignorer l'existence de Rimuru, qui était probablement l'être le plus fort de toute la région forestière en ce moment. Elle dit que si la colonie des dryades est attaquée par le seigneur orc, elles n'auront aucun moyen de se défendre seules, c'est pourquoi elle est venue demander de l'aide à quelqu'un de fort. Rimuru répond qu'il n'avait qu'une théorie sur la naissance du seigneur orc, mais les dryades savent tout ce qui se passe dans la forêt, et ainsi Trainy peut confirmer qu'il y a un seigneur orc.
Rimuru lui dit qu'il donnera sa réponse après avoir bien tout considéré et recueilli plus d'informations, et Traini n'a aucun problème avec ça. Elle n'est peut-être pas aussi introvertie que je le pensais au départ, car elle est vraiment à l'aise à la table de réunion, et Rigurd et les Kijin sont anxieux assis à côté d'elle. Rimuru poursuit la réunion et demande si quelqu'un sait ce que les orques pourraient bien chercher, et Shuna a une idée. Elle demande à Su de raconter à la table ce qu'il a trouvé quand il a enquêté sur leur village, et il répond qu'il n'y a trouvé aucun cadavre. Pas un seul cadavre d'ogre, ni même d'orque n'a été trouvé, et c'est ainsi que les orques nourrissaient leur gigantesque armée. Rimuru ne comprend pas ce qu'il voulait dire, et Traini dit que c'était la compétence unique du seigneur orque, famine. L'effet de cette compétence unique atteignait tous les orques sous les ordres du seigneur, et comme des sauterelles, ils dévoraient tout ce qu'ils trouvaient. Ils ne pouvaient même pas épargner leurs propres camarades tombés au combat. Et en plus de cela, ils gagnaient la force et les capacités de tout ce qu'ils consommaient et devenaient plus puissants à mesure qu'ils mangeaient. Famine était similaire à la compétence unique de Rimuru, prédateur, mais elle venait avec un effet secondaire. Les orques étaient toujours affamés et ne pouvaient jamais se sentir rassasiés, et ils avançaient sans réfléchir, dévorant tout et détruisant des écosystèmes entiers. Rimuru réalise que les orques ne chassaient pas pour la domination, mais pour le pouvoir, et il déclare que son village n'est pas en sécurité à ce rythme. Ils avaient des hobgoblins, des kaijin et des loups tempêtes, tous des repas que les orques avides de pouvoir ne pourraient pas résister, et Ben remarque que la limace la plus forte du monde serait plus appétissante pour les orques que n'importe quoi d'autre. Traini a plus à lui dire. Elle dit qu'il y avait un certain démon qui travaillait sous les ordres d'un seigneur démon et aidait les orques, et c'était quelqu'un qui intéressait Rimuru et ses amis. Il pense que Traini était bien plus astucieuse et pleine de tact qu'elle n'en avait l'air, et elle demande à nouveau qu'il vainque le seigneur orc en son nom. Rimuru n'est pas sûr, et il demande à Raphaël ce qu'elle pense de la dryade. Raphaël dit que les dryades étaient les gardiennes de la forêt et étaient connues pour rendre un jugement divin sur les méchants, donc Traini peut être digne de confiance. Alors qu'il réfléchit à combattre les 200 000 orques, Shion le serre soudainement dans ses bras et dit que bien sûr il allait se battre, et qu'aucun seigneur orc ne pouvait égaler leur maître. Rimuru est un peu agacé, mais il pensait à la même chose aussi. Il déclare qu'ils vont combattre les orques, et tous ses subordonnés sont prêts à le rejoindre. Mais après avoir fait le malin, il se sent nerveux, pensant à ce qui se passerait s'il perdait. Il suggère qu'ils forment une alliance avec les hommes lézards, mais leur représentant ressemblait à un idiot, sur lequel il ne pouvait pas compter. Il veut parler à quelqu'un de plus responsable, et Su demande sa permission de parler avec le chef des hommes lézards en son nom. Voyant le bel homme si confiant, Rimuru a un moment de doute sur le genre qu'il préfère. Mais ensuite, il calme ses émotions et ordonne à Su de poursuivre son plan. Le combat allait avoir lieu dans les marais, et il était vital de recevoir l'aide des hommes lézards, car ils se battaient sur leur territoire. Et tandis que Su s'en va, Rimuru espère que le chef des hommes lézards n'est pas un idiot. Et heureusement, le chef des hommes lézards est un leader fier, sage et charismatique, qui est le père de Gabiru. Il est accompagné de sa fille, qui est aussi la capitaine des gardes royaux quand Su s'introduit sur leur propriété, mais comme il est trop fort pour qu'il le gère et qu'il vient en paix, le chef lui permet respectueusement de transmettre le message qu'il portait. Su raconte au chef lézard son maître, Rimuru Tempeste, et comment il allait tuer le seigneur orc à la demande personnelle de la dryade, et pour cela, il voulait former une alliance avec les lézards. Tandis que le sage roi le prend au sérieux, un des gardes insulte arrogamment Rimuru, et Su est prêt à le décapiter. Mais le chef s'excuse et laisse son soldat vivre. Il sait qu'une personne qui pouvait nommer un ogre et le faire évoluer n'était pas un être ordinaire, et accepte ainsi de former une alliance après avoir rencontré personnellement Rimuru. Su dit que c'était bien, et il dit au chef lézard qu'ils le rencontreront ici dans une semaine, et lui demande de ne pas attaquer les orques d'ici là. Le chef comprend, et place sa confiance en Rimuru sans le connaître. Mais son plan est contrecarré quand Gabiru rentre chez lui après avoir été encouragé par un démon nommé Laplace à prendre la place de chef à son vieux père, qui a perdu la main. Et étant vraiment crédule, Gabiru fait exactement ça, mettant son père et sa sœur en état d'arrestation et décidant de faire la guerre aux orques en tant que chef des hommes lézards. Mais le problème est qu'il n'a aucune idée de la véritable horreur du pouvoir du seigneur orc. Rimuru et son équipe se rendent dans les marais pour aider les hommes lézards dans la guerre contre les orques. Parmi ses compagnons se trouvent Ben, Akuro, Shion, Su et Ranga, ainsi que les cavaliers gobelins avec Gopta comme capitaine. Ils ont laissé Rigurd et d'autres au village pour fuir en cas de défaite. Alors qu'ils chevauchent, Su informe Rimuru qu'il a repéré la capitaine des gardes du chef, Homme Lézard, combattant un groupe d'orques, et il lui demande des instructions. Rimuru lui demande s'il peut gagner, et le Bokijin n'a aucun doute sur ses capacités, alors il obtient le feu vert. Rimuru dit à ses compagnons cavaliers qu'ils vont rejoindre Su au combat, mais au moment où ils atteignent le site, tous les orques sont morts, et il s'occupe de la femme lézard. Elle est gravement blessée, mais Rimuru la soigne avec ses potions magiques, et se présente ensuite. Dès qu'elle entend son nom, la fille lézard s'incline devant lui, le suppliant de sauver son père et son frère Gabiru. Elle explique que Gabiru avait organisé une rébellion, pris le trône du chef, et menait maintenant une guerre totale contre les orques,
comme un idiot avec des connaissances limitées qui ne connaissait même pas le véritable pouvoir du seigneur orc. Elle supplie Rimuru de l'aider, et Shion arrive la première, disant que puisqu'elle reconnaissait la grandeur de leur maître, elle avait définitivement du potentiel. Et avant que Rimuru n'ait la chance de dire quoi que ce soit, elle avait déjà accepté la demande de travail en son nom, comme le ferait une secrétaire zélée. Il reconnaît la fille du chef comme sa représentante officielle et forme une alliance avec elle sur le champ. Rimuru ordonne à Su de secourir le chef homme lézard, et il semble que le beau ninja ait plus de compétences qui peuvent rendre son patron jaloux. Sur ce, Rimuru part avec le reste de ses soldats vers le champ de bataille, où Gabiru se révèle être un leader étonnamment bon. Il utilise une technique de guérilla, où les hommes lézards profitent de leur mobilité supérieure dans les marais pour tendre des embuscades aux orques. Mais alors qu'il ordonne à ses soldats de revenir, Gabiru est horrifié à la vue des orques mangeant leurs camarades morts. Cela augmente leur force, et bientôt ils sont capables de traîner l'homme lézard et de le consommer aussi. Gabiru ordonne à ses hommes de battre en retraite immédiatement, mais ils sont encerclés de tous côtés par les orques. Les orques se déplacent très vite maintenant, et il remarque alors qu'ils ont des pieds palmés et des écailles, tout comme les lézards. Les autres soldats lézards rapportent que ce changement s'est produit juste après qu'ils aient mangé le soldat lézard. Et maintenant, Gabiru comprend la situation difficile dans laquelle il se trouve. Mais comme un bon commandant, il prend les rênes de son armée et leur dit de maintenir une formation serrée tout en gardant les gobelins qui s'étaient alliés à eux au centre. Il ravive la confiance de ses soldats alors même que la horde menaçante d'orques se rapproche. Mais alors, ils s'arrêtent tous et un énorme orc blindé avec une aura terrifiante s'avance devant eux. Gabiru pense que c'est le seigneur orc et il le défie en duel. Mais l'orc répond qu'il n'est qu'un général orc et bien inférieur au seigneur orc en termes de force. Maintenant, le chef lézard est nerveux en se demandant quel genre de monstre serait le seigneur orc, mais il accepte toujours fièrement l'offre d'affronter le général en 1 contre 1. Il est plus faible que le général orc, mais parvient tout de même à bien se battre avec l'aide du trident de son père, la lance Vortex. Mais l'orc a un ensemble de compétences bien plus terrifiant que lui, et Gabiru esquive de justesse son attaque. Ses hommes l'encouragent, et Gabiru riposte avec une intensité terrifiante, réussissant à surprendre le général orc, mais échouant toujours à porter un coup décisif. Maintenant, il a perdu toutes ses forces, et alors qu'il est au sol, le général orc frappe pour le tuer. Mais la vie de Gabiru est sauvée par Gopta, qui arrive et repousse l'attaque de l'orc. Gabiru pense que Gopta est en fait le chef du village des hobgoblins, car il ne peut toujours pas accepter d'avoir perdu face à un simple hobgoblin ordinaire. Gopta pense que le lézard est devenu fou, mais il y a des choses plus importantes à gérer maintenant. Lui et Ranga sont là pour aider les hommes lézards à combattre les orques sur ordre de Rimuru. Le général orc est arrogant et leur dit que s'ils se mettent en travers de son chemin, il les éliminera. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, de gigantesques explosions de flammes noires secouent le champ de bataille et défont des milliers d'orques d'un seul coup. C'était l'œuvre de Ben qui se vengeait des porcs pour la destruction de leur village. Rimuru, lui, observait du ciel ses subordonnés semer le chaos, plutôt fiers de la puissance qu'ils avaient acquise grâce à lui. Le général orc, sûr de lui, pensait que peu importe qui venait aider les hommes lézards, il ne ferait pas le poids face aux orques. Et dans son arrogance, il commet l'erreur fatale d'insulter Rimuru devant Ranga, qui décide alors de montrer aux orques sa véritable puissance. Il déchaîne son attaque à large rayon, un orage dévastateur nommé la tempête mortelle, prouvant ainsi pourquoi il était un loup de la tempête. Des tornades noires soulèvent et projettent les orques vers une mort certaine, et le général orc est réduit en poussière par un seul éclair noir. Puis, Ranga évolue en loup stellaire de la tempête, arborant fièrement une corne supplémentaire. Il nargue les orques, leur hurlant que c'est là la puissance de son maître, celui qu'ils ont osé railler, mais il ne reste plus que poussière et cendres devant lui. Ailleurs sur le champ de bataille, Ben enchaîne les attaques géantes comme s'il avait une magie illimitée, et Akuro se fraye un chemin à travers les hordes d'orques comme s'il tondait sa pelouse un dimanche matin. Et d'un seul coup de son épée, Shion creuse un petit canyon sur le champ de bataille et salue joyeusement Rimuru, espérant qu'il apprécie son travail. Rimuru se dit qu'avoir les Kijins à ses côtés est un sacré avantage, et il se demande ce que Sway est en train de faire. Il a également accompli sa mission, sauver le chef lézard et éliminer tous les orques sur son passage, et la manière dont il s'y prend laisse tous les hommes lézards bouche bée. Il menace même l'homme derrière les orques, qui l'observe via une boule de cristal, fait son apparition, lui promettant qu'une fois ses serviteurs porcins l'identifient de loin. Il sera le prochain seigneur sur la liste. Est aussi imposant que les généraux. Et tandis que Rimuru enfile son masque suppresseur de magie, il jure d'en finir rapidement avec le seigneur orc. Si tu as faim, mais alors qu'il s'apprête à descendre, un petit il entend un missile foncer sur lui et l'esquive. Ce n'était pas un missile, c'était une personne, le démon Gelmud, qui porte un masque de médecin de la peste bon marché et ressemble à un instituteur frustré dont les élèves ne l'écoutent jamais. Il s'en prend violemment à Rimuru, lui demandant, à lui et à ses subordonnés, comment ils ont osé perturber ses plans et empêcher la naissance d'un nouveau seigneur démon qu'il pourrait contrôler. Il a passé tout son temps à parcourir la forêt, à nommer toutes sortes de monstres et à semer en eux les graines pour qu'ils deviennent des seigneurs démons afin de créer le pion ultime. Les Kijins sont furieux, réalisant
que c'était la vraie raison pour laquelle Gelmud les avait approchés avant de détruire leur village. Mais avant qu'il ne puisse l'affronter, Gabiroux s'exclame en voyant celui qui l'a nommé. Il ne comprend rien et pense que Gelmud était là pour les aider. Mais quand le démon le traite d'idiot et lui dit de se faire dévorer par le seigneur orc sans plus attendre, il reste sans voix. Gelmud ordonne au seigneur orc d'arrêter de perdre du temps et de tout engloutir, mais l'orc est curieux de cette histoire d'évolution en seigneur démon. Le démon frustré lui explique que le seigneur orc deviendrait un désastre orc après être devenu un seigneur démon et régnerait sur la forêt. C'est ce que lui et son patron désirent, et bien que Gelmud ait reçu l'ordre de ne pas interférer dans le combat, il estime n'avoir pas le choix et attaque Gabiroux, qui survit grâce à ses fidèles soldats qui le protègent de l'assaut. L'homme lézard se met à pleurer face au sacrifice de ses amis, et Gelmud l'attaque avec une frappe encore plus puissante, lui disant de devenir la nourriture du seigneur orc et d'être utile pour une fois. Mais Rimuru se dresse devant Gabiroux et absorbe l'attaque grâce à sa compétence prédateur. Il nargue ensuite le démon masqué, lui disant qu'il ne pourrait même pas tuer une mouche avec une attaque pareille. Gabiroux a enfin réalisé qu'il est le grand et bienveillant souverain Slim des gobelins porcs et reçoit des potions de soins pour aider ses amis. Maintenant, Rimuru décide d'affronter Gelmud et l'immobilise avec des fils d'acier. Son opinion de Gabiroux s'est améliorée et il frappe le démon quelques fois en son nom également. Gelmud se proclame un démon supérieur, mais après quelques coups, il change son ton arrogant et commence à menacer Rimuru, lui disant que son patron ne tolérera pas cela. Rimuru lui demande de lui donner le nom de son patron pour qu'il puisse le rosser aussi. Gelmud n'a aucune réponse à cela et court vers le seigneur orc pour obtenir de l'aide. Il l'appelle par son nom, Geld, et lui dit de l'aider. Le seigneur orc se souvient du moment où Gelmud l'a nommé et il commence lentement à marcher, tandis que le démon se réjouit, pensant que son laquais allait maintenant se battre. Mais au lieu de cela, le seigneur orc le tue et le dévore pour satisfaire sa faim. Il semble que le plan de Gelmud va finalement réussir, car après l'avoir mangé, Geld se transforme en seigneur démon, exactement comme il le voulait. Il a gagné, mais à quel prix? Geld est devenu le seigneur démon, le désastre orc, et Rimuru ne peut plus rester les bras croisés. Il doit tuer l'orc avant qu'il ne déchaîne un véritable désastre sur la forêt. Mais avant qu'il ne puisse goûter au combat, les Kijin attaquent les orques pour régler leur compte. Shion attaque la première, servant de simple diversion pour permettre à Akuro de viser la tête du désastre orc. Mais même cela ne suffit pas à l'abattre, car il rattache sa tête avec un fluide visqueux, doté d'un pouvoir de guérison qui ferait pâlir Deadpool et Wolverine. Les Kijins n'ont pas encore abandonné. Sway enferme Geld dans une prison de fils, tandis que Benimaru utilise son feu infernal pour l'anéantir. Et pour en finir, Ranga utilise son attaque éclair noir, épuisant toute sa magie. Mais il semble que même après tous ces coups puissants, Geld n'ait été que légèrement blessé. Alors que Rimuru et ses subordonnés sont sous le choc, il voit l'un des généraux de Geld lui offrir son corps, qu'il consomme pour gagner plus de puissance et guérir des brûlures qu'il vient de subir. Il n'est toujours pas rassasié et utilise l'attaque qu'il a obtenue après avoir consommé Gelmud pour tuer tout le monde à portée de vue, mais Rimuru l'absorbe encore une fois. Puis il dit à tout le monde de lui laisser le combat. Et même après avoir dit cela, il va compter sur quelqu'un d'autre pour mener sa bataille. Il dit à Alexa de vaincre Geld, et elle prend le contrôle de son corps, initiant le mode de combat automatique. Ainsi, le grand sage n'est pas seulement Alexa, mais elle est aussi comme Jarvis pour Iron Man, et il semble qu'elle soit plus douée au combat que Rimuru, car elle esquive les attaques du désastre orc et lui inflige une blessure avec la flamme noire, l'empêchant même de se régénérer. Il le remarque aussi et il s'arrache son propre bras pour le régénérer depuis son épaule. Geld passe à l'offensive et attaque Rimuru de toutes parts, mais grâce à Alexa, il dévore facilement ses attaques et le laisse ensuite le capturer. C'était pour activer la compétence Cercle de Flamme qu'il avait obtenu d'Ifrit. Cela inflige quelques dégâts à Geld, mais il acquiert rapidement une immunité aux attaques de feu, et Rimuru dit à Alexa qu'il va reprendre le combat maintenant et la console pour qu'elle ne lui fasse pas la tête comme une petite amie vexée. Il dit ensuite à Geld qu'il aurait eu de la chance s'il avait été brûlé vif, car maintenant, il allait faire face à une mort bien plus terrible. Il affirme avoir reconnu l'orc comme un ennemi et qu'il le prendrait au sérieux désormais. Geld rit, disant qu'il ne peut rien faire et qu'il va être dévoré. Mais Rimuru lui répond qu'il allait consommer l'orc avant qu'il n'ait la chance de le consommer lui-même. Il révèle sa vraie nature de Slim et recouvre le corps de Geld, lui disant qu'il n'était pas le seul à avoir une faim dévorante. Ils entament un concours de dévoration où celui qui mange son adversaire en premier gagne. Et cela devient vite un combat entre le prédateur de Rimuru et les capacités de guérison de l'orc. Tout le monde observe Geld lutter contre Rimuru, et tandis qu'il est dévoré, Rimuru peut voir ses souvenirs des événements qui ont mené l'orc jusqu'ici. Avant d'être nommé, Geld était le chef d'une tribu orc. Une grave sécheresse dans sa région, et pour nourrir les enfants affamés, il était allé jusqu'à sacrifier ses propres membres pour eux, car il pouvait les faire repousser. Même lorsque son fils aîné lui demande d'arrêter de se faire du mal, le chef orc répond qu'il fera toujours repousser les parties qu'il a perdues, mais que les enfants qui viennent de naître ne doivent pas être laissés à l'abandon. Puis il partit pour la grande forêt de Jura afin de trouver toute la nourriture possible pour son peuple affamé. Mais il mourut de faim en chemin dans la forêt, et alors qu'il tombait inconscient, Gelmud l'approcha, lui offrant un nom
et de la nourriture. Malgré le risque d'être simplement utilisé, Geld accepta son aide. Et maintenant, il dit à Rimuru que quoi qu'il arrive, il ne peut pas être consommé pour le bien de sa propre espèce. Mais Rimuru a déjà gagné la bataille à l'extérieur, et il dit à Geld qu'il a perdu et qu'il va maintenant être dévoré. Geld résiste, disant que s'il meurt, son peuple devra supporter le fardeau de ses péchés. Il ne peut pas permettre cela, et il prendra sur lui toute la faim de son peuple juste pour qu'il ne meure pas de faim. Mais Rimuru lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dévorerait son péché, et ceux de son peuple aussi. Rimuru a complètement consommé Geld, et avant qu'il ne se transforme en néant, il montre à l'orque la vision d'une terre d'abondance, avec le rire des enfants que l'on entend au loin. Geld s'agenouille et pleure en remerciant Rimuru d'avoir dévoré ses péchés et de l'avoir enfin satisfait. « Vous avez tout mon respect, monsieur Geld. » Puis Alexa lui annonce que toute trace de Geld a disparu, et Rimuru libère sa forme de slim géant pour redevenir humain. Au moment où le désastre orque est dévoré, l'effet de la compétence unique, affamés comme des gens, disparaît, et ils redeviennent des orques normaux, cessant leur invasion. Tout le monde acclame Rimuru, et même les orques sont ravis que leur roi ait été libéré de sa malédiction. Maintenant qu'ils ont vaincu l'ennemi commun, et que la condition de leur contrat est remplie, Rimuru dit aux Kijin qu'ils sont libres de choisir leur propre chemin. Mais ils se sont attachés à leur maître et lui disent qu'ils le serviront jusqu'à leur mort, et que ce serait le plus grand honneur de leur vie. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et regardez celle qui s'affiche à l'écran.